Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver, Flore et moi-même, pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière, vous allez voir sur la forme. Cette vidéo va avoir pour thème les comportements alimentaires et les troubles associés. Alors, ça peut paraître un petit peu surprenant que Flore et moi, on ait eu cette envie de partage comme ça, parce que d'habitude, on est sur des choses peut-être un peu plus, en tout cas moins intimes, mais au fil de nos conversations, voilà, le sujet est venu sur le tapis. Flore m'a partagé son expérience personnelle et on s'est dit que ça serait chouette de la partager avec vous. Voilà. Bonjour Flore. Bonjour Alexandra, merci beaucoup. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Et en effet, au fur et à mesure de nos conversations, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire sur la relation à la nourriture. Donc, il y a quelque chose qu'Alexandra travaille professionnellement et que moi, je vis au quotidien. Et comme la mienne est assez rock'n'roll, on s'est dit qu'un regard croisé, ce serait pas mal. Et mon but aussi, en participant à cette vidéo, c'est de faire un petit peu plus tomber les tabous et de délier les langues, parce que des trucs un peu galères, des trucs un petit peu honteux, je pense qu'on est beaucoup à en avoir. Et mon but en partageant mon expérience, c'est pas du tout un aspect voyeurisme, mais c'est un aspect, les filles, vous n'êtes pas seules quand des fois vous avez des choses un peu compliquées dans votre relation à la nourriture. Complètement. Effectivement, j'aime beaucoup cette idée d'aller casser un petit peu les tabous, parce qu'il faut quand même savoir que les TCA, donc troubles du comportement alimentaire, touchent 80% des TCA concernent des femmes entre 15 et 30 ans. Et quand on dit TCA, alors tout de suite on pense à anorexie, boulimie, les maladies un peu plus connues que les autres, mais alors, je vais peut-être être un peu extrémiste, mais non. Pour moi, un simple régime, c'est déjà un TCA, parce qu'on va rentrer dans une restriction, on va rentrer dans un contrôle. Voilà. Mais donc ça, on va en parler au fur et à mesure de la vidéo. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'accompagne au quotidien en cabinet. Le poids, allez, peut-être pas le sujet numéro 1, mais au moins le sujet numéro 2 de consultation. Et on a fait la vidéo sur la séance magique, et je crois que pour le poids, c'est encore plus pesant, justement, cette histoire de séance magique, parce que c'est vraiment quelque chose, voilà. Les femmes pensent qu'elles vont arriver, s'asseoir dans le fauteuil, et je vais leur faire perdre, parce que la plupart du temps, j'accompagne des pertes de poids, quelques prises de poids aussi, ou des sujets d'anorexie, mais la grosse majorité du temps, c'est de la perte de poids. Et voilà, on va s'asseoir sur le fauteuil, elle va me faire des trucs, elle va me raconter des trucs, et puis je vais perdre 15 kilos. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, en fait. Voilà. Moi, si ça marchait comme ça. Ah bah, je serais millionnaire. Et puis, on serait toutes comme ça, quoi. Ou pas, parce que des fois aussi, on a le droit de s'aimer avec des formes différemment, et voilà. Flore, du coup, je vais te laisser la parole pour que tu nous fasses ton témoignage, que tu nous livres un petit peu ce que tu as envie de nous livrer aujourd'hui. Complètement. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai réfléchi pour cette vidéo de me dire, c'est quoi mes premiers souvenirs dans ma relation à la nourriture? Et mon tout premier souvenir, c'était à l'école primaire. Donc, il y avait la visite médicale annuelle, toute la classe y passait. Et ça devait être en CM1 ou en CM2. Et je me rappelle que l'infirmière scolaire a écrit dans mon carnet de santé, que j'ai toujours d'ailleurs. J'aurais peut-être dû le prendre, j'aurais pu vous le montrer. Elle a écrit que j'avais 2 kilos de trop. Donc, à l'époque, j'étais une petite fille, tout ce qu'il y avait de mince, vivante, qui allait jouer à la récré, enfin, qui bougeait autant que les autres. Et il y avait vraiment ce truc, c'est là où ça a commencé, c'est il y a 2 kilos de trop. Et pendant la visite médicale, elle me posait des questions sur ma manière de m'alimenter. Et moi, j'adore les biscuits apéritifs. S'il y a un truc qui est bien mon péché mignon, c'est ça. D'ailleurs, je passe même pas dans le rayon au supermarché. Et si on m'annonçait que j'allais mourir dans une semaine, un des premiers trucs que je ferais, c'est d'aller acheter des biscuits apéro. Donc, pour vous dire ma passion du biscuit apéro, plutôt mon addiction. Et à l'époque, donc je lui dis, voilà, le samedi, quand ma maman rentre des courses, elle ramène 2 paquets de biscuits apéro et puis je les mange. C'était un peu le truc, la cerise sur le gâteau que ma mère prenait. Et d'ailleurs, elle en prenait 2 paquets pour moi et 2 paquets pour mon frère. Et il y a plein de fois, je me faisais engueuler parce que je mangeais avant mon frère un de ses paquets. Ça, faut le savoir. Donc, avec moi, le biscuit apéro ne résiste pas. Et ça m'a marqué parce que ça a été vraiment le premier message de « t'es un petit peu trop grosse ». Donc, en tout cas, ça s'est imprimé comme ça chez moi.
Donc ça, c'est mon premier souvenir. Et l'autre souvenir que j'ai, c'est les règles de la famille autour du repas, autour de la nourriture. Alors chez moi, c'était assez sain. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y avait pas une bouteille de soda, pas une bouteille de coca, sauf si, par exemple, on invitait pour un anniversaire ou pour un dimanche ou des choses comme ça. Mais de manière générale, c'était de l'eau plate à table. C'était un petit peu de jus de fruits éventuellement de temps en temps, mais il y avait des règles assez saines. Ma mère faisait du fruit et légumes quasiment à chaque repas, etc. Donc, c'était pas strict, hein, parce qu'on avait des gâteaux. Enfin, voilà, moi, j'ai mangé, enfant des années 80-90, mon quota de Kinder, mon quota de conneries, je l'ai largement mangé. Les céréales au matin, hyper sucrées. Et aujourd'hui, quand ma mère me reparle, elle me dit, mais mon Dieu, on vous donnait des bols de lait avec des frosties, des miel pops. Si on avait su, mais bon, à l'époque, ça paraissait normal et sain. Donc, il y a vraiment pardon, je te coupe, tu te souviens du bang? Tu as connu ça? Ah ouais, le bang, mais je crois que c'est interdit aujourd'hui. Ben, tu m'étonnes. Donc, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent pas le bang, il faut savoir que c'était du jus d'orange en poudre. Donc, il y avait une espèce de poudre on versait de l'eau dessus et ça faisait un jus orangé qui avait le goût d'orange, mais le goût d'orange chimique, quoi, hein, synthétique. Mais c'est clair, mais quand on se dit que c'était en vente libre et qu'on donnait ça à boire aux enfants, c'est bon. Les années 80, quoi, une autre époque. Ouais, c'est ça, complètement hyper sucré. Et par contre, dans les règles, il y a quelque chose aussi qui m'a marqué. Donc, c'était assez sain, assez cadré, etc. Mais il y avait le truc de si tu finis pas ton assiette, des fois, tu quittes pas la table. Et moi, il y a un plat qui m'a traumatisée, c'est le foie, parce qu'on donnait souvent du foie à manger aux enfants à l'époque. Hein. C'était le combo foie et haricots verts. Et le nombre de bras de fer que j'ai eu avec mes parents, où je restais des heures à table et où je mangeais pas, c'était assez dingue. Donc, il y a ça aussi, ce truc de… moi, je pense que des fois, il faut juste lâcher l'affaire parce que c'était sur pas beaucoup d'aliments, etc. Donc, ça aussi, ça m'a marqué ce truc de non, non, tu vas manger, tu vas manger. Et je vois, par exemple, des fois des amis qui ont du mal à acheter une fin d'assiette ou qui vont se forcer à manger parce qu'on ne jette pas, parce que c'est pas bien moralement. Alors, à l'époque, c'était aussi tu finis pas ton assiette, il y a des Africains qui crèvent de faim. Puis les gamins qui répondaient, ben, envoie-le en Afrique, il n'y a pas de problème. Hein. Je donne mon foie et mes haricots verts aux petits Africains. Donc, il y avait ce côté-là aussi il fallait un petit peu se forcer. Et ça, c'est du coup, on avait tendance à manger parfois un petit peu plus que la satiété. Ça, je ne suis pas sûre que ce soit très bon non plus sur l'équilibre que ça laisse après. Complètement, complètement. Pour en revenir à tes premiers souvenirs là et à ton histoire d'infirmière scolaire, c'est vrai que dès notre naissance, finalement, on nous fait rentrer dans une relation à la nourriture hyper particulière. Les bébés, pour sortir de la maternité, il faut qu'ils reprennent du poids. Donc, ils n'ont pas repris de poids, tu ne sors pas. Donc déjà, premier stress pour les parents. Il y a des bébés qui prennent très bien, c'est parfait, machin, ils grossissent, allez hop. Mais il y en a, pour qui c'est plus compliqué, c'est un peu plus long. Clac, allez, déjà, tu as 2 jours, tu es déjà estampillé bon mangeur, petit mangeur, machin, gna gna, et puis on compte combien tu prends de lait, les millilitres, et puis on fait religieusement les croix sur les courbes, etc. Donc tout ça, ça continue jusqu'à aller, on va dire, j'ai envie de dire l'entrée à l'école. Un bébé, on le trouve mignon quand il a des bonnes joues, des bons cuisseaux, tu sais, les petits bébés là, trop mignons, on fait des joues à bisous. Et puis, ça bascule à un moment plutôt vers l'entrée à l'école où il va plus trop falloir grossir quand même parce que la courbe, elle change, tu sais, la courbe que tu as dans ton carnet de santé. Donc, la pression qui avait été mise sur les parents, sur la mère en général dès le départ, t'allaites pas, tu donnes le biberon, enfin voilà, tu as déjà tout ce rapport-là à la nourriture et le stress que ça peut engendrer pour la mère et donc qui se répercute sur l'enfant, et ça va se transformer, mais il va rester ce stress. Ah bon, mais il est un peu potelé votre fils, ah mais il est un peu comme ceci, mais il est un peu comme ça. Je dis votre fils parce que moi mon deuxième, ça a été un bébé, c'est une force de la nature mon fils, et il a toujours été sur le haut des courbes. Et je parle vraiment d'expérience parce que jusqu'à la moyenne section, c'était le beau bébé, il est mignon, il est machin, il est truc. Et puis le discours a commencé à changer, que ce soit la famille, que ce soit voilà. Ah, mais il commence à être un peu dodu. Ah, mais il est plus fort que ses copains. Ouais, mais il fait une tête de plus que son meilleur copain. C'est peut-être normal qu'il soit aussi un peu plus… Donc voilà, il y a cette espèce de pression aussi. En fait, dès le départ, il faut rentrer dans les courbes, il faut rentrer dans les cases. Alors j'entends
qu'il faut surveiller la croissance des enfants, être attentif, mais à l'excès par certains aspects. Et comme dans ton cas, en fait, malheureusement, parfois, il n'y a besoin que d'une seule parole, cette fameuse infirmière scolaire. Tes 2 kilos en trop, ils sortaient d'où? C'était la courbe qui ne matchait pas avec ce qu'on attendait de toi? C'était quoi le truc? Tu as fini par savoir? Je ne saurais même pas le dire parce qu'en plus, en termes d'IMC, les fois où j'ai calculé mon IMC adolescente, j'étais toujours entre maigre et mince. Voilà, donc on ne sait pas trop d'où ça sortait finalement. Voilà, c'était son avis. Mais parfois, une seule parole permet de mettre à mal tout le processus. Et là, voilà, tu as 2 kilos en trop, il faut arrêter les biscuits apéro, mais d'où il faut arrêter les biscuits apéro? Paf, première restriction. Alors, je ne dis pas qu'il faut se nourrir que de biscuits apéro toute la vie, mais je pense, c'est pas ce que j'ai compris dans ton cas. De ce que j'ai compris, c'était le petit truc sympa du samedi après les courses. Voilà. Et rien que ça, on entre déjà dans le cercle des régimes, des restrictions. Et entrer dans ce cercle-là, c'est déjà rentrer dans le cercle des troubles du comportement alimentaire. Parce que à partir du moment où on va chercher à contrôler, à partir du moment où on va chercher à structurer, à peser, etc., on est dans un TCA. Et malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des parents qui pensent bien faire en amenant les enfants chez la diététicienne. Et encore plus malheureusement aujourd'hui, il existe encore des médecins, des pédiatres, des diététiciens, des diététiciennes qui vont coller un enfant de 10 ans au régime. Non, on fait attention, on éduque à la manière de s'alimenter. Alors évidemment, s'il y a un diabète, il y a quelque chose, on est obligé de rentrer dans un régime alimentaire spécifique. Mais la restriction à 10 ans, ça dit quoi de la vie, en fait? Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi tout ce que tu nous disais autour de l'alimentation en famille. Ça, c'est hyper important. Tu vois ce que tu dis, on m'oblige à finir mon assiette parce qu'il y a des petits-enfants qui crèvent de faim en Afrique. Ça, je sais pas, je crois que je l'entends à tous les coups, je gagne, quoi. À tous les coups, je gagne quand je pose la question. Et alors, à cette affirmation, généralement, j'ai une phrase un peu punchy qui peut déstabiliser mes accompagnés, mais je leur dis, OK, donc la poubelle ne le mérite pas. Par contre, vous le finissez le plat. Elle est où la poubelle du coup? Et ça, bon, généralement, elles n'aiment pas trop. Mais c'est ça. C'est pas assez bon pour la poubelle, mais par contre, moi, je vais le finir. Je vais le finir parce que surtout, il faut pas déroger. Mais finalement, quand vous forcez votre corps, quand vous voilà, ça y est, j'y suis, mais quand les femmes forcent leur corps à finir, à ingurgiter de la nourriture alors qu'il n'en peut plus, qu'il leur dit par le signal de la satiété que non, c'est bon, c'est terminé, qu'est-ce qui se passe en fait si elles finissent pas leur assiette? Qui elles vont aller contrarier? Alors je comprends la petite enfant de 10 ans, mais à 30, 40, 50 ans, on contrarie qui en fait si on finit pas son assiette? Et ça, c'est quelque chose que Anne Ancelin, chaque fois j'écorche son nom, Berger, je ne sais pas si je l'ai bien dit. En gros, c'est la créatrice de la notion de transgénérationnel. Voilà. Elle explique bien que dans cet accompagnement transgénérationnel, les règles alimentaires sont vraiment à prendre en compte aussi. Est-ce qu'on cuisinait au beurre ou à l'huile à la maison? Est-ce qu'on buvait de l'eau ou du vin à table? Qui servait? Est-ce que c'était la maman qui se levait tout le temps, qui n'avait jamais le temps de manger? Est-ce qu'il y avait une servante? Ou est-ce qu'on prenait les repas quotidiens à la cuisine et tout ça, ça peut paraître des questions anodines à se poser qui, à la limite, ont même aucun rapport avec le sujet du poids, mais si quand même, parce que l'ancrage de l'alimentation, de la manière dont on s'alimentait enfant, ça nous suit toute notre vie. Et il n'y a pas que ce qu'on mangeait. Il y avait aussi tout ce qu'on ingurgitait en termes d'émotions. Des gens qui ont mangé au garde à vous toute leur vie parce qu'il ne fallait pas contrarier le patriarche au bout de table et on attendait. Et quand il avait fini de manger, tout le monde finissait son assiette. Enfin, tout le monde posait ses couverts.
même si on n'avait pas fini. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui interviennent aussi dans la perte de poids. C'est pas simplement une histoire d'équilibre alimentaire, même si c'est hyper important, mais le transgénérationnel vient aussi intervenir énormément. Qu'est-ce que la nourriture, quel était l'enjeu de la nourriture et des repas pour l'enfant qu'on était? Et ça, Ouais, c'est super. il y a vraiment quelque chose de l'ordre du transgé. Et moi, je m'en suis rendu compte en revisitant mon histoire. Et j'ai repensé à quelques événements, notamment il y a quelques années avec une personne de ma famille, on est retombé sur une VHS d'un dimanche qui avait été filmé dans les… Alors, je suis même pas sûre qu'on était né, je sais plus, mais qui a été filmé fin des années 70, années 80. Donc, je suis en train de réfléchir à quand est-ce qu'on avait des caméscopes. C'est peut-être quand même dans les années 80. Et c'est marrant parce qu'il y a une personne de ma famille qu'on entend en arrière-plan à un moment qui dit quelque chose du style bon, allez, je peux prendre une barre de tarte à la fraise parce que j'ai perdu X calories la semaine dernière ou j'ai fait attention hier. Et en fait, quand on l'a entendu, ça nous a marqué parce que on est quand même bien obsédé par la nourriture, une partie de ma famille. Et il y a vraiment… Alors, du coup, ça m'a marqué. Je me suis dit, tiens, et il y a une notion qui, pour moi, traverse sa famille, c'est la notion de honte. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que… alors, il y a un moment, j'étais très énervée quand je préparais ma nourriture et que, par exemple, j'étais en même temps avec quelqu'un dans la cuisine parce que voilà, moi, je mets ma nourriture sur un plateau et je prépare mon petit plateau. Et les moments où j'ai envie de mettre des trucs, des conneries, entre guillemets, hein, sur le plateau, bah, j'ai honte de le faire face aux personnes. Et je me suis rendu compte que en fait, ce sentiment de colère ou d'énervement ou d'attendre que la personne parte était relié à un sentiment de honte. Et ça, cette reliance, j'ai mis longtemps à la faire. Et bon, maintenant, du coup, je me calme là-dessus. Hein, mais c'est par exemple, je vais manger quelque chose que j'ai été acheté pour me faire plaisir, et ben, je vais laisser le sachet dans ma chambre. Je vais faire en sorte que ça ne se voit pas dans la poubelle. Enfin, c'est quand même dingue, en fait. J'ai le droit de manger ce que je mange, quoi. Je suis adulte. Et il y a vraiment ça. Et je sais qu'un jour, j'ai posé des questions sur une personne qui était décédée dans ma famille, donc qui était une arrière-grand-mère, donc tu vois, que je n'ai pas beaucoup connue en fait. Et j'avais une sorte d'intuition qu'il devait y avoir peut-être un truc que j'avais récupéré de cette personne. Et un jour, je pose la question à mon père de dire, mais comment elle s'alimentait en fait? Et mon père, mais vraiment du tac au tac, il m'a dit, mais elle mangeait n'importe quoi, n'importe comment. Et je me suis dit, ah tiens, ça, c'est intéressant, ça me donne un indice. Et ce sentiment de honte, je sais que j'ai une autre personne de ma famille qui cache des gâteaux dans les tiroirs, qui fait un petit peu ça aussi. Et je n'avais pas relié ces choses ensemble. Et j'ai aussi un autre souvenir qui m'est venu depuis qu'on a discuté de la préparation de la vidéo. C'est que j'ai une scène de famille qui m'a marquée, où on était à table et j'ai un cousin qui a fait sa crise de croissance un petit peu en décalé. Et tu sais, il y a le moment où des fois les garçons, ils sont hyper gros d'un coup, et puis ils te font une crise de croissance, et tout d'un coup, ils sont tout minces. Tu vois, où en fait, ils prennent et après, ils grandissent. Et ce jour-là, donc il était très sensible à un sujet. Et ce jour-là, son père lui fait une remarque, on parlait d'argent ou je sais pas, d'argent de poche. Et puis, il dit devant tout le monde, mais de toute façon, tu l'as mis dans tes bourrelets. Et tu vois, hyper méchamment. Et bon, le cousin se met à pleurer hein, à table, il se tait, il y a honte, etc. Alors, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, se laisserait faire. Mais il y a vraiment ce truc, tu vois, qui traverse les générations de honte, de je cache et de je suis jugée. Je suis jugée et je juge autour de la nourriture. Une sorte d'obsession. Donc, quand tu parles de transgé, ça me parle complètement parce qu'aujourd'hui, je suis capable de relier ces points-là et je suis sûre que je pourrais aller chercher 20, 30 expériences où je vois bien que ce sentiment de honte et que certains comportements sont répétitifs et je me rends compte après coup. C'est-à-dire qu'on les fait avant de se rendre compte du lien. Donc, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui passe au niveau inconscient. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis, quoi. Ah, complètement, complètement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner sur ces sujets-là parce que le transgé, mine de rien, c'est quelque chose de très, très spécifique. Et la plupart de mes accompagnées, quand je les emmène sur ce terrain-là, au départ, elles sont un peu décontenancées. Elles ne comprennent pas où je veux aller, mais je suis là pour le poids et on commence à me parler de ma grand-mère, machin. Et à partir du moment où la relation se fait, où le lien se fait, ok, ça, je comprends maintenant pourquoi je le fais, ça ne m'appartient pas forcément. Et ça permet de se libérer des poids familiaux. Et un poids familial, ça peut être aussi 1 kilo sur une hanche, quoi, tout simplement. Ouais, c'est vraiment primordial de se libérer. Un exercice que j'aime bien faire
pendant mes accompagnements, c'est en fait de faire lister un petit peu aux femmes tout ce qui leur pèse et de leur faire imaginer, de faire donner un poids à tout ça. Ben, j'ai des femmes qui finissent, alors elles donnent le poids qu'elles veulent. J'ai des femmes qui finissent à 2,5 tonnes, quoi. Tellement le poids de tout ce qu'elles ont apporté, alors que ce soit du transgénérationnel, mais que ce soit du quotidien aussi, hein. Les enfants, la maison, le boulot, le machin, le truc, le bidule, et elles sont littéralement écrasées sous ces poids-là. Et au fur et à mesure qu'on prend conscience des poids qui nous pèsent mais qui ne nous appartiennent pas, parce que le transgénérationnel, ça ne nous appartient pas finalement. C'est des actions qui ont été menées de manière consciente ou inconsciente par d'autres membres de la famille, et finalement ça a créé de tels traumas dans l'inconscient familial que ça redescend jusqu'à ce qu'à un moment ou à un autre, il y ait quelqu'un qui fasse péter le truc pour que c'est bon, on arrête ça, on l'a compris, on l'a entendu, on passe à autre chose. Mais voilà, si on ne nous le dit pas quelque part, c'est difficile parfois de faire le lien. Oui, c'est ça s'exprime. Il y a un moment où ça s'exprime. Et moi, ça s'est fort exprimé. Alors, là où ça a vraiment mal tourné dans ma relation avec la nourriture, c'est au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, alors je suis très amoureuse d'un garçon qui ne me traite pas ultra bien, hein, en gros, qui sort avec moi quand personne ne le voit. Enfin, donc, le sentiment de honte, hein, il était déjà là. L'image que j'avais de moi était assez déplorable, mais bon, je ne m'en rendais pas compte. Hein, j'étais au lycée, j'étais en mode survie. Et puis, un jour, il décide, comme ça, du jour au lendemain, de me larguer. Et à ce moment-là, c'est le drame. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en moi que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas. Et tout d'un coup, je me mets à me gaver, mais vraiment me gaver. C'est-à-dire que je ne pouvais plus m'arrêter de manger. Donc, ce qu'on appelle, je pense, l'hyperphagie. En tout cas, je ne me faisais pas vomir. Donc, vraiment, je me gavais. Et ça a donné, pendant une année, des phases où je grossissais très vite. Et puis des phases où ça me complexait tellement que tout d'un coup, je mangeais que de la ratatouille en boîte. D'ailleurs, pendant plusieurs années, je n'ai pas pu en manger après. Ou alors, je reperdais très vite et je regrossissais. Et quand on a comme ça des phases en dents de scie, en plus, c'est pas harmonieux, hein, la manière dont j'ai grossi, la manière dont je maigrissais, etc. Donc, il y avait vraiment ça. Et pour dire que c'était incontrôlable, j'avais 3 stations de métro entre chez ma mère et chez le lycée. J'arrivais quand même à m'arrêter à la 2e station pour aller acheter des trucs à la station essence, les manger. Et à la 3e station, j'allais au match racheter des trucs que je mangeais pendant les cours. Et c'était inarrêtable. Et je me rappelle d'une scène où un jour, je suis chez moi, je suis désespérée parce que je ne ressens plus la satiété. C'est-à-dire que plus rien ne calme, en fait. Et mon estomac se déforme, mon ventre se déforme. Et où ma mère rentre du boulot et me retrouve sur le canapé. J'étais en pleurs, en fait. Et mon ventre était déformé et posé sur le canapé. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, mais en fait, je n'arrive plus à ne pas avoir faim. Et il y a vraiment quelque chose là qui s'est joué. Et donc, ça a duré une année. Enfin, une année. Les conséquences ont duré plusieurs années. Hein. Mais vraiment, pour réguler la relation à la nourriture, ça a été compliqué. Et ce qui fait qu'à un moment, ça a été dur, c'est que je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir, en fait. Enfin, c'était morbide, je ne vivais plus. Et j'ai été voir l'infirmière du lycée. Donc, pour moi, c'était énorme. Hein. À l'époque, on n'était pas accompagné par des psys, des machins. Enfin, Ouais. non, et je vais la voir et puis je lui pose que c'est dur et que je pose que je galère. Et le fait de l'avoir posé, plus derrière le voyage scolaire de fin d'année qu'on faisait avant le bac, en fait, hein, je suis partie une semaine à Prague, où je le passe avec une bande de copains qui étaient bienveillants et sympas, et où j'ai réussi à m'éloigner de personnes plus critiques, qui se foutaient de ma gueule, d'ailleurs qui s'étaient foutues de ma gueule sur les grossissements, les amaigrissements, etc. Et bien, ce double truc fait que j'arrive à m'en sortir à ce moment-là. Alors, j'ai une relation qui est quand même dérégulée, mais c'est plus l'accordéon et c'est plus l'estomac complètement déformé. Donc, il y a eu vraiment cette phase-là où il y avait une sensation de vide qui était insupportable, mais vraiment insupportable. Et aujourd'hui, je comprends ce qui s'est joué. Je l'ai démêlé en thérapie, je le travaille, etc. Je le travaille encore, hein, elle n'est pas nickel, hein, ma relation à la nourriture. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'exprime du vide, d'un vide que j'essaie de remplir. Et c'est comme si ça tombait à côté. Sauf que corporellement, ça défonce le corps. Et l'image que j'avais de moi, je me voyais énorme, quoi. De toute façon, j'étais déformée. C'était un grossissement tellement rapide qu'il a déformé mon corps à cette époque. Donc, il y a vraiment quelque chose d'hyper dur à ce moment-là. Et c'est la catastrophe. Et c'est l'adolescence et j'étais démunie et pas grand monde comprenait. Il n'y avait pas grand monde qui m'en parlait en fait autour de moi parce que les gens, ils étaient démunis, ils ne savaient pas quoi faire. Et oui, c'est ça. Et puis, il y avait encore, et il y a toujours, ce tabou, cette notion, voilà, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe parce que on va aller tout de suite se dire, pour une nana qui va grossir, maigrir ou juste grossir,
on va craindre tout de suite d'aller dans l'anorexie, dans une maladie très... Et ça fait peur. Ça fait peur, c'est la panique à bord. Ce que je te propose, c'est qu'on refasse un petit tour des différents TCA qui peuvent arriver. Donc, la plus connue, c'est l'anorexie. Alors, l'anorexie mentale, parce que l'anorexie d'origine métabolique, elle peut être provoquée simplement par une maladie type gastro. Tu as la gastro, ton corps, il se met en mode pause parce que clairement, il ne peut plus rien avaler. Il va déjà gérer ce qu'il y a à gérer. Et puis, quand ça ira mieux, ça se remet en place. Ça, j'ai envie de dire, on l'a tous connu. Et en aucun cas... en aucun cas, ça ne va poser de problème parce que naturellement, l'alimentation classique va se remettre en place une fois que la maladie sera passée. Sur l'anorexie mentale, on est sur une terreur de grossir, d'être énorme, d'être obèse, et là, la personne va faire tout pour ne pas prendre de poids. Il va y avoir des stratégies qui vont être mises en place, et ces stratégies, au fur et à mesure, elles vont se transformer en maladie. On va être sur le tri des aliments, sur des comportements sportifs excessifs, se couper des repas en famille, peser des aliments, voilà. Donc ça, c'est l'anorexie mentale, c'est un des TCA qui est le plus connu et le plus redouté, j'ai envie de dire, des parents, surtout des parents de filles qui sont très sportives. Voilà, l'anorexie, c'est quand même une majorité de jeunes femmes qui sont touchées. Donc, on a toute cette partie-là. On va avoir l'anorexie couplée à la boulimie. Donc là, c'est qu'on va avoir toutes les restrictions dont on vient de parler, mais avec des crises alimentaires et des vomissements. Elles vont se contenir, elles vont aller dézinguer le frigo au moment de la crise. Puis forcément, pour ne pas prendre de poids, on va aller se faire vomir. Je vais très vite, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on pourrait en faire des heures et des heures. Donc ça, c'est pour l'anorexie mentale. On a aussi la boulimie. Alors, l'anorexie mentale, pour toutes, il y a vraiment une image du corps qui est complètement déformée. La boulimie, elle va être rarement grosse, elle va être sur un poids dit normal, en gros sur les courbes qui est à peu près un IMC classique. Mais cette erreur, c'est de grossir, cette erreur, c'est d'être énorme, cette erreur, c'est d'être obèse. Et généralement, le corps, l'image du corps est complètement déformée. Donc là, on va être sur des crises alimentaires accompagnées de vomissements provoqués, de vomissements volontaires. Les crises, elles peuvent être équivalentes à 3 ou 4 repas en une seule crise. Ça touche aussi les femmes. Là, il n'y a pas de restriction alimentaire. On va être sur des repas normaux, plus les crises qui peuvent... on considère qu'on est sur de la boulimie quand on a au minimum 2 crises par semaine. En plus des repas normaux, elle n'arrive pas à pas manger, elle se trouve nulle, enfin voilà, tout ce qu'on a pu déjà évoquer. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, les 2 plus connus. Après, on a effectivement l'hyperphagie, donc le fait de se remplir parce qu'on est complètement coupé de sa satiété. Donc l'hyperphage, elle va se remplir, elle va manger au minimum comme 2 à chaque repas. L'expression manger comme 4, il y a des gens pour qui c'est vrai, quoi. Ils mangent pour 4. Le corps, il encaisse. Au bout d'un moment, il réagit plus, il encaisse, il stocke, il n'y a plus de sensation d'écœurement, de quoi que ce soit. On encaisse. Et puis, c'est un trouble qui est souvent incompris par la personne qui ne voit pas qu'il y a un problème. Elle y va, elle mange. Elle est tellement coupée de son corps, coupée de ses émotions qu'il ne se passe plus rien, quoi. On mange et c'est tout. Alors après, il y a les TCA qui touchent les sportives, qui sont à la recherche d'un poids bas pour améliorer les performances. Il y a l'hypercontrôle alimentaire. Souvent, c'est des dérives qui peuvent se faire en cachette. Après, il y a des choses qui sont un peu moins connues, comme la rumination. C'est le fait de faire remonter... Alors, pardon si vous regardez cette vidéo, mais c'est le fait de faire remonter en bouche ce qui a déjà été avalé. Ça rumine, quoi, comme une vache. Et ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la pulsion. La personne, elle ne maîtrise pas ce qu'elle fait, quoi. C'est vraiment, il y a besoin de remâcher. Et aussi le mâchonnement et le recrachage, là, c'est le fait de
mâcher, de prendre en bouche pour avoir le plaisir gustatif, et ensuite de recracher pour ne pas avoir les calories qui vont avec. Donc ça aussi, il faut... Voilà, le mécanisme, hein, quand même, on ne s'imagine pas que ça peut arriver avant que ça arrive à la personne en face de nous, quoi. Voilà. Et puis après, il y a les compulsions alimentaires. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, dans les accompagnements, c'est 70% des accompagnements, les compulsions. Il n'y a pas vraiment de TCA grave, parce que quand je dis grave, c'est que l'anorexie, on va être très clair, l'anorexie peut mener à la mort. Ça, c'est un truc, c'est clair, net, précis. Si c'est pas mis en place, si c'est pas pris en charge par une équipe de médecins et d'accompagnants pluridisciplinaires, on peut arriver à la mort parce qu'elles sont tellement dans le contrôle de la perte de poids. Plus elles perdent de poids, plus elles sont contentes, elles sont dans le contrôle et au bout d'un moment, il ne se passe plus rien, quoi. Donc, les compulsions alimentaires, on ne va pas avoir de vomissement, on garde ce qu'on mange, on a une image de soi qui est quand même relativement réelle, parce que le fait de manger, on grossit forcément, donc elles ont l'image d'elles qui grossit, mais elles ne peuvent pas s'empêcher de faire leur crise, elles culpabilisent après les crises. Donc voilà, les compulsions alimentaires, ça peut... Donc il y a toute une partie psychologique. Voilà, on va se remplir, on a besoin de remplir le creux, le petit copain qui largue, qui se fout de la gueule, et ça crée un vide. Ça crée un vide à l'intérieur de soi qu'on va aller chercher à remplir, qu'on va remplir. Ça peut être aussi tout simplement un dérèglement dans l'équilibre alimentaire. Moi, quand j'accompagne et quand les personnes me disent j'ai des compulsions de sucre en fin de journée, etc., clac, direct, je leur demande ce qu'elles mangent au petit-déj. Généralement, pas grand-chose. Mais quand on va remettre aussi un peu d'équilibre dans l'apport des bons nutriments, on constate que certaines compulsions disparaissent d'elles-mêmes. Parce que là, il n'y avait rien de psy, c'était juste que le corps, à un moment ou à un autre de la journée, il n'avait plus assez d'énergie, plus assez de jus. Et qu'est-ce qu'il demande le corps quand il n'a plus assez de jus? Du sucre. Et pas une platée de pâtes. Il veut des pépitos, du coca, du chocolat, des glaces, et puis tout en même temps si c'est possible. Hein, voilà. Voilà, ouais, pour le tour sur les TCA. Alors, ça a été très, très rapide, hein, et je ne suis vraiment pas rentrée dans les détails. Mais il y a ça, et puis il y a aussi le rapport au corps, l'image au corps. Tu parlais tout à l'heure de cette image de toi qui était complètement déformée, quoi. C'est ça, c'est que moi, je me voyais, on en revient un peu à l'infirmière scolaire qui me voit à travers son prisme, et je me voyais, alors quand j'ai eu mes compulsions, parce que c'était vraiment des vraies grosses compulsions et d'hyperphagie, ce qui est sûr, c'est que voilà, là, ça se voyait, quoi. Je me rappelle d'une fois ma mère qui m'a conduite à Pinky, parce que à un moment, je rentrais plus dans mes vêtements, et c'était horrible, parce que j'étais dans la cabine, donc tu prends des tailles au-dessus, hein, parce que tu rentres plus dans ta taille, et puis comme je suis petite, dès que je prends des tailles au-dessus, on voit que ça va pas en fait. Je suis pas faite pour ça n'allait pas. Et il y a un moment, je me regarde dans la glace, donc je suis obligée d'être devant le miroir dans le Pinky, ma mère qui attend. Et alors là, je sors en pleurant et je me barre dans la galerie marchande parce que c'était insupportable. Donc l'image de soi, elle était dure. Et je me suis rendu compte il y a 2-3 ans encore qu'elle était déformée, qu'elle n'était pas juste, parce que je suis partie 1 mois et demi en Espagne. Et j'ai fait à ce moment-là le fameux régime à points de Weight Watchers, le rééquilibrage alimentaire, qui a été d'ailleurs une béquille qui m'a quand même aidé un certain temps et qui m'a aidé à mieux manger. J'ai envie de dire que c'est la moins pire des méthodes s'il faut prendre une méthode, en tout cas dans ce que j'ai expérimenté. Oui. Et donc, je suis en Espagne, je commence, je me dis, je ne vais pas attendre de rentrer à la maison parce que là, je me voyais grossir. Et je fais 6 semaines de régime à points et sans balance. Et je me dis, j'ai dû perdre 1 kilo. Et je rentre chez moi, je me mets sur la balance et j'en avais perdu 5. Alors moi, je fais moins d'1m60, je dois faire 48 kilos. Donc 5 kilos, tu vois vite la différence. Et je ne la voyais pas. Et aujourd'hui, je sais que parfois mes vêtements flottent, parfois ils flottent moins.
Et corporellement, je ne vois pas la différence. Donc, mon regard sur moi, il est déréglé à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, comme je suis un petit peu plus sage, je pars du principe que je suis plus mince que ce que je vois. Mais vraiment, je te rejoins, l'image de soi, elle est vraiment dégradée, elle est vraiment déréglée et elle est déformée. J'ai un regard déformé sur moi-même. Complètement. Ah bah, de toute façon, dans l'accompagnement à la perte de poids, la notion d'image est hyper compliquée. Parce qu'on a beau connaître tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il faut manger, etc., l'équilibre alimentaire, on a beau perdre, pour certaines accompagnées, ça ne sera jamais assez bien. Il faudra perdre là, il faudra perdre là. Un exercice que j'aime bien faire, c'est je leur fais prendre une corde à sauter et puis je leur demande, à l'aide de la corde à sauter, de me montrer la taille de la partie qu'elles aiment le moins chez elles. Généralement, on tourne toujours autour des hanches, du ventre, etc. Et je leur demande de me faire un cercle, ce qu'elles font. Ensuite, on le pose à terre, le cercle, je les fais rentrer dedans. Et puis, je remonte, moi, jusqu'à l'endroit d'écrier. Mais à tous les coups, je gagne. Tu as au bas mot à chaque fois 10 cm de trop par rapport à ce qu'elles vous imaginent de la réalité. Donc ça, généralement, ça crée un peu un choc parce que, ouais, à la fois, ah bah elles sont contentes parce qu'elles se disent, ah bah tiens, c'est peut-être moins pire que ce que je pensais. Mais en même temps, ouais, non, mais c'est des salades parce que… Et tu vois, on le voit, les parties là, qui viennent se cogner l'une contre l'autre, celle qui va être dans l'hyper-contrôle, de se dire non, mais tant que j'aurai pas perdu ces 4 kilos, ça n'ira pas, ça sera la cata, etc. Et finalement, cette espèce de dysmorphophobie, c'est vraiment… l'ennemi à combattre, quoi, presque plus que les compulsions. Parce qu'une fois que les compulsions, alors si elles sont purement alimentaires, c'est facile de les, j'ai envie de dire, de les éradiquer. Si elles sont psy, on travaille dessus. Mais quand une femme a passé 20 ans à focaliser sur son ventre, à le trouver horrible, alors qu'il fait partie de son corps qui est harmonieux, qu'elle a des jambes longues, minces, tout ça, machin. Non, il n'y a que le ventre, il n'y a que le ventre, il n'y a que le ventre. Ça, c'est une grosse partie à déconstruire aussi et qui est vraiment… et qui prend du temps. Qui prend du temps. Et finalement, les femmes qui sont… Les accompagnements, en tout cas, que je trouve les plus complexes sont ceux où il y a le moins à perdre en termes de poids. Parce que là où il y a le moins à perdre en termes de poids, généralement, c'est là où il y a le plus à perdre mentalement et moralement parlant. Parce que voilà, elles veulent perdre quelques kilos, elles savent très bien que on fait un peu, on réduit un peu l'apéro, on fait le machin, on fait le truc, ça va. Mais si on veut le faire sur du long terme, si on veut que ça tienne, si on veut vraiment que ce soit… Il y a des engagements à prendre envers soi. Et ça, c'est là où c'est le plus compliqué. Parce que ça veut dire aller lâcher sur autre chose. Quand on vient, quand elles arrivent en me disant j'ai 3-4 kilos à perdre, tout de suite, moi j'ai un petit warning où je me dis ok, d'accord, mais c'est quoi en fait la vraie raison? Alors il y en a certaines pour qui on va réussir à aller au-delà de cette perte de poids, tu vois, qui vont comprendre, qui vont déclencher des choses. Et là, de deux choses une, soit elles vont perdre ces quelques kilos qui étaient purement des kilos émotionnels effectivement, soit le changement de leur regard sur leur propre corps va suffire. Elles ne vont pas bouger d'un gramme, mais elles vont se voir différemment, problème réglé. Après, tu en as qui ne sont pas prêtes à ça et qui sont encore trop accrochées à ce poids, ce poids, ce poids. Ce poids qui, voilà, si elles se mettent à faire un régime protéiné pendant 3 jours et que, bon, bah, elles vont le perdre, le poids, mécaniquement, ça va se faire, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Mais là, l'accompagnement, bah, moi, en tout cas, je l'arrête parce que au niveau psychologique, c'est pas prêt à lâcher. Donc, il y a vraiment une notion d'engagement envers soi-même pour j'allais dire lutter, j'aime pas trop ce mot, mais si aller à contre-courant
de tout ce qu'on nous amène aujourd'hui, d'un point de vue culturel. Les filles qui sont comme ça, alors là, ça commence à changer. Maintenant, la nouvelle mode, si j'ai bien compris, c'est d'avoir des grosses fesses, des gros seins, le ventre ultra plat, le machin, enfin bon, bref, j'en peux plus. Mais donc, j'ai l'impression qu'on sort des Kate Moss et compagnie des années 90 qui étaient comme ça, qui mangeaient une pomme et qui étaient présentées, mais comme l'idéal féminin à des millions de jeunes filles qui se disaient « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on a vraiment besoin de cette notion d'engagement envers soi-même parce qu'il va falloir changer nos habitudes, changer les habitudes à la maison parce que ah bon, tu manges moins ça, tu manges plus ça, mais comment ça, mais tu veux pas me faire plaisir, mais j'ai cuisiné rien pour toi. Et puis aller à l'encontre de la société qui nous présente des images. Enfin, voilà, pour vendre à une nana de 30 ans quelque chose, ils vont utiliser un mannequin qui a 15 ans. Enfin, il y a vraiment quelque chose de déréglé dans cette image. Et tu as raison, je te rejoins sur le fait de déconstruire comment on est censé être. Et c'est vrai qu'en termes d'image, moi, je me suis rendu compte que quand je perdais des kilos, en fait, j'ai des proportionnés pareils, mais sur un périmètre moins large, en fait, tout simplement. Hein, et je garde les mêmes proportions. Donc, du coup, le fait de garder les mêmes proportions, bah oui, tout d'un coup, mon ventre, il ne devient pas tout plat avec un six-pack, tout ça. Et ça ne colle pas à l'image que j'ai pu avoir de ces top modèles. Je me rappelle des posters avec toutes les top modèles, les pubs Calvin Klein. Enfin, c'était l'angoisse totale. Alors, je me dis, entre ça et Kim Kardashian, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de pire, en fait, parce que je ne vois vraiment pas comment j'aurais collé à l'image d'aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette histoire, en effet, de regard où moi, je n'arrive pas à voir que je suis pareil sur une plus petite surface. Mais comme aujourd'hui, je ne suis pas dupe de mes mécanismes, comme je te disais, je me le mets de toute façon, je sais que je suis plus mince, ou je prends moins de place que ce que je crois. Et ça, je le garde vraiment en tête et ça m'a aidé. Après, il y a en effet accepté dans l'engagement avec soi-même d'aller dans la symbolique de ces kilos, ce qu'il y a d'émotionnel derrière. Et alors là, pour certaines personnes, je pense même pour beaucoup, on sort les gros dossiers et les dossiers souffrants. Donc, il y a aussi ce choix à faire en définitive de est-ce que je vais dans un travail sur moi qui peut se faire par étage, qui va se faire probablement sur longtemps, ou est-ce que j'y vais pas? Et il y a beaucoup de gens qui restent à la surface, enfin, qui ont peur, en fait. Hein. Tu as l'impression d'être face à un précipice, en fait, quand tu regardes ça. Donc, il y a vraiment ça. Et ça m'a fait penser aussi ce que tu m'as dit à un échange qu'on avait déjà eu sur moi, quand je dis que j'ai une relation tordue et souffrante à la nourriture, il y a plein de gens qui me regardent et qui me disent non, mais j'ai pas de problème, en fait, je suis mince. Mais non, mais tu vas perdre un os. Et en fait, c'est comme si tu n'es pas légitime quand tu es mince à souffrir. Tu vois, il y a moins d'accueil de la souffrance dans cette relation à la nourriture parce que qu'est-ce que tu viens te plaindre? Tu n'as pas 30 kilos à perdre. Et il y a quelque chose aussi, je pense, à décorréler ici. Que tu sois mince, que tu sois gros, etc., en fait, tu peux être autant en souffrance de la relation à la nourriture. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose autour de ça aussi à aller travailler j'ai le droit, en fait, de poser que je souffre. Même si, oui, c'est plus pratique peut-être de souffrir en étant mince que de souffrir en étant grosse. On va dire, j'ai un problème là où peut-être quelqu'un va en avoir deux. On est d'accord. Voilà, mais il y a vraiment quelque chose de merde. Enfin, à un moment, j'ai le droit de galérer, quoi. Complètement. Mais c'est aussi très compliqué, cette notion à accepter. Là, tu vois, je pense à une de mes accompagnées à qui j'ai dit qu'on allait arrêter. Parce que cette souffrance, en fait, elle ne l'a pas encore accueillie pour qu'on puisse travailler dessus. Elle est dans cet état d'esprit de dire, voilà, moi, je veux perdre mes quelques kilos. C'est le genre de nana à qui, effectivement, tu dis, tu vas perdre un os. Mais la souffrance, elle est là. On sait qu'elle est là, on la ressent. Mais c'est non. Non, moi, je veux perdre mes kilos. Ok, mais il faut sortir les dossiers. Quand j'aurai perdu mes kilos, je me sentirai mieux. Voilà. Et peut-être qu'à ce moment-là, je voudrais travailler sur moi. Oui, il y a aussi cette histoire de tu perds tes kilos, donc tout va bien dans la vie. Bon, moi, là où j'ai été la plus mince, je faisais 44 kilos. Alors là, pour le coup, encore, ça ressemblait à du taille mannequin, sur 1m58. C'était suite à une dépression. Donc, des fois, quand les gens ils disent c'est quoi le meilleur moyen de maigrir, je réponds une dépression. Vraiment, mais bon, voilà, je ne conseille pas, je n'étais pas heureuse à ce moment-là. Mais en effet, il y a vraiment quelque chose. Et le pire, c'est les personnes qui disent non, mais moi, c'est dramatique, j'arrive pas à grossir. Et ces gens-là, en général, on les déteste.
Parce qu'on les voit s'avaler un paquet de pépitos, un Oui, machin, elles ne prennent pas un gramme. Et juste, tu as une envie de violence à un moment. Voilà, elles ont encore moins le droit d'être en souffrance que quand tu es mince et que tu te galères. Donc, il y a une sorte de hiérarchie, en fait, du droit à être complètement. reconnu dans sa souffrance. Complètement, alors que la souffrance, elle est réelle. Là, moi, je vais te parler à titre complètement personnel. J'ai toujours été ultra maigre quand j'étais mince. Non, quand j'étais mince. Quand j'étais jeune, j'étais très grande et très maigre. Mais ce que j'ai pu prendre dans la tête, la somalienne, tu vas t'envoler. Quand il y avait du vent, je me rappelle que ça m'avait marqué. Un jour, il y avait beaucoup de vent et puis mon pantalon, c'était un jean. Si tu veux, du coup, il collait à mes jambes, donc on voyait mes jambes. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais c'est trop moche. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça. Mais, il est où le problème? T'as qu'à manger plus. Mais alors, je faisais à l'époque partie de ces gens-là je pouvais m'enfiler tout ce que je voulais, je ne prenais pas un gramme, quoi. Mais c'était une vraie souffrance. Parce que, encore une fois, et tout est une question de dictat, tout est une question de cadre, j'étais en dessous du cadre, on va dire, si on considère que celles qui sont en surpoids sont au-dessus. J'étais en dessous du cadre, donc je ne rentrais pas dans les cases, je n'étais pas dans les bons codes, et c'était horrible, quoi. C'était vraiment, mais je te rejoins complètement, où il y a une hiérarchie dans l'autorisation de se plaindre, et la souffrance est hiérarchisée. C'est fou, hein? C'est horrible. Bah, ça montre comment on a été lobotomisé et comment Ouais. aussi, on va dire, ce bain médiatique, ce bain fait qu'on a appris à se cartonner et surtout les unes les autres entre femmes. Mm. Voilà. Quand on peut se cartonner, on va aller se cartonner. Et il y a un moment, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de bricoler pour le déconstruire et sortir de ça, quoi. C'est comme je regardais une vidéo hier, alors qu'il n'y avait absolument rien à voir avec tout ça, mais il y a un moment, on parlait du fait que qu'est-ce qui se passait pour les beaux et les moches quand on était à l'école et que cette hiérarchie, elle évoluait. Mm-hmm. Et il y a un exemple à un moment d'un des intervenants qui disait, mais moi je me rappelle qu'il y avait des filles qui faisaient en sorte de traîner avec des grosses pour avoir l'air plus mince. Ah Enfin, bah et ça, oui. c'est des trucs que moi j'ai vus en fait. Mhm. C'est pas une découverte quand il le disait. Et c'est là où tu te dis, bah, non seulement il y a à déconstruire, il y a à travailler chez soi, il y a à rééquilibrer sur le plan émotionnel, psychique, physique, mais il y a aussi, d'une manière générale, à déconstruire ces sortes de réflexes sociaux un peu dégueulasses qu'on se transmet de génération en génération. Alors, ils prennent des fois des formes un peu différentes, mais à la fin, c'est tu cartonnes ta voisine, quoi, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Tu le disais tout à l'heure en début de vidéo, tu es en mode survie. Tu es en mode survie, donc tu vas, comme tu dis, cartonner la première, celle qui semble un tout petit peu plus faible que toi, quoi. Oui, c'est ça, pour se mettre en avant. Et voilà, il y a vraiment en tout cas des choses à digérer, à maturer et des choses à nettoyer. Et je pense qu'un accompagnement, c'est peut-être un peu plus pertinent qu'aller se payer un régime du camp ou d'aller manger du gerlinéa pendant 2 mois, etc. Ben, clairement, il y a la force de l'accompagnement. Il y a, là, à l'heure où nous enregistrons, on est je me souviens pas, le 26 avril. Là, on est en plein avec un groupe de femmes en plein challenge zéro sucre. Alors, c'est un truc, au début, je le réservais à mes accompagnés, je l'ai proposé à une association dont je fais partie dans le coin, et puis je suppose que j'ai bricolé sur Facebook. Bon, bref, ça a apparu sur mon profil général. Donc, je m'attendais à aller maximum 10 personnes, on est 33. Mais voilà, on est en train de mettre en place ce challenge. Donc, depuis vendredi, on a supprimé les sucres rapides, non naturels. Donc, on a conservé les fruits, les féculents, etc. Mais tout ce qui est, alors tu vois, juste après Pâques, les chocolats, t'oublies, l'alcool, t'oublies, enfin, toutes les petites douceurs, t'oublies. Et puis finalement, le truc, donc je sais que certaines le font en se disant ah, si je peux dégommer 2-3 kilos, ça serait cool, etc. Si ça arrive, c'est bien. C'est pas ça mon objectif premier, en tout cas pour elles. Mon objectif premier, c'est qu'elles se rendent compte au terme de ces 21 jours qu'elles l'ont fait, qu'elles en ont été capables. Parce que sur les 33, allez, il y en a 30 qui ont dû me dire oh, mais je vais pas y arriver, mais ça va être la catastrophe, mais ça non plus, j'ai plus droit, etc.
Alors que non, là, on en est au 5e jour. Et il y en a qui s'inquiètent parce que à quel point c'est facile, en fait. Ouais. Qui me disent, mais parce que donc j'ai listé les symptômes, tu sais, quand on arrête le sucre, on est en manque hein, sur le départ. Il y a la grippe cétogène qui peut arriver, il y a des choses comme ça, des maux de tête, des petites choses pendant les premiers jours qui peuvent arriver ou pas. Donc, comme il y en avait certaines qui s'inquiétaient de leurs symptômes, j'ai mis une liste en disant voilà tout ce qui peut arriver. Et j'ai eu des messages, mais je m'inquiète, moi j'ai rien en fait, c'est que ça marche pas. Ben non, mais en fait, on n'est pas obligé de souffrir non plus pour que quelque chose fonctionne. Et ça, tu sais, le fameux « faut souffrir pour être belle ». Ben non, tu peux ne pas manger de sucre, ça peut être facile. Et tu peux tenir pendant 21 jours parce que juste, tu as pris cet engagement envers toi-même. Il y en a, mais je suis trop fière d'elle, quoi. C'est, hier, j'étais chez des copains, non, j'étais à l'eau et au citron. Le dessert est passé, ouais, il m'a fait un peu envie, mais non. J'ai décidé que non, alors c'est non. Et ça, mais pour l'estime de soi, t'imagines, au bout du challenge là, de 21 jours, je peux le faire. Après, elles réintégreront le sucre si elles en ont envie, comme elles le souhaitent, etc. Mais donc, d'où le pouvoir de l'accompagnement, qu'il soit individuel ou en groupe, parce que voilà, on est sans cesse, voilà, il y en a une qui a un doute ou un truc, clac, elle envoie un petit message. Si je suis pas dispo, les autres, là pendant qu'on enregistre, je vois que ça clignote, les autres répondent, etc. C'est la force du groupe et la force de se dire, allez, je suis pas toute seule. Et en accompagnement aussi, ça fonctionne, quoi. C'est de pas se sentir seule finalement. Oui, puis il y a l'engagement envers soi-même et l'engagement envers le processus. Et quand tu mets un processus en place et quand tu payes pour un processus, il y a quelque chose. Tu vois, moi, ce qui a marché aussi avec le rééquilibrage de Weight Watchers, c'est que j'ai payé. Alors, j'ai pris seulement l'appli. Je n'ai pas pris les réunions et tout, vu que j'étais en Espagne au départ. Mais le fait de payer 20 balles par mois, le fait d'avoir cet engagement, etc., c'est ça, je pense aussi, qui psychologiquement a fait que ça a marché. Donc, en effet, il y a vraiment un intérêt et c'est investir en soi aussi à ce moment-là. Donc, c'est en tout cas, entre guillemets, pas remplir de nourriture à vide, mais c'est remplir de valeur. Donc, ça, c'est intéressant. Et ce que je trouve aussi intéressant dans le challenge, moi, il y a des phases où aujourd'hui, mon équilibre alimentaire, il n'est pas nickel. Je sais que j'ai une relation compliquée avec la nourriture et c'est peut-être une croyance limitante, mais moi, je pars du principe que jusqu'à la fin de ma vie, ça ne va pas être facile, mais je l'accepte. Donc ça, c'est un grand pas. Et il y a des phases où je vais arrêter le sucre, tout ce que j'appelle les conneries, hein, donc les desserts, les gâteaux, les machins. Et je l'ai déjà fait. Et il y a quelques années, notamment, je faisais des phases où pendant quelques mois, je mangeais aucune connerie. Et je me suis rendu compte, alors, par contre, moi, j'ai vraiment des symptômes de un peu de drogue au début. C'est-à-dire que alors, je ne vais pas faire de la détox, du cétogène, etc., mais je vais y penser non-stop. En fait, pendant 3-4 jours, ça va être une obsession. Maintenant, je le sais parce que je l'ai vécu, je l'ai dépassé et j'ai expérimenté. Et j'ai expérimenté la reprise de sucre. Donc, pendant 3-4 jours, en gros, c'est le petit truc dans la tête, machin et tout. Donc là, il faut que je mette des stratégies. Des fois, il faut que je prenne sur moi et juste je me force, en fait, et je ne mange pas. Ou alors, je vais me faire une boîte de conserve de haricots rouges et puis c'est tout au goûter, il n'y a pas de problème. Je vais arriver dans une phase où j'ai plus d'envie. Parce qu'en fait, le petit truc là de l'appétence, il est parti à l'intérieur. Et quand je reprends, et j'ai remarqué que systématiquement, ça se passe comme ça. Quand je réintègre dans mon organisme du sucre ou des trucs ultra transformés, et ben ce truc-là à l'intérieur, ce petit monstre à l'intérieur, il réclame. Donc, il y a vraiment une composante psychique et une composante physique. Et quand on dit que le sucre, il est plus addictif que la coque, alors, j'ai jamais pris de coque de ma vie, donc je ne sais pas. Mais du coup, ça me donne quand même une bonne idée. Et ce challenge de 21 jours, il est intéressant parce qu'en effet, tu as des gens qui vont découvrir qu'en fait, c'est plus facile que ce qu'ils pensaient. Et tu as des gens qui vont, comme moi, expérimenter le truc de, oui, il y a quand même un aspect addictif. Tu vois, moi, aujourd'hui, je me dis, il y a des règles qui marchent pour certains, des règles qui marchent pour d'autres. Et il y a des règles qui vont marcher à un moment de ta vie et qui ne vont pas marcher à un autre. Complètement. Et, tu vois, par exemple, on peut manger un peu de tout en quantité équilibrée. Non, mais chez moi, ça ne marche pas du tout, en fait. Enfin, clairement, c'est soit je ne mange pas de conneries et puis je dépasse les 2-3 premiers jours d'addiction et je fais ça un certain temps. Soit j'en mange, et quand j'en mange, en fait, je vais en manger à peu près à tous les repas. Alors, pas en énorme quantité à aujourd'hui, mais
plus que ce qu'il ne faudrait. Et en fait, moi, aujourd'hui, l'équilibre que j'ai trouvé, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment, j'ai des phases, entre guillemets, de détox et j'ai des phases où je mange des conneries. Et ce que j'ai décidé, c'est que pour l'instant, ça marche comme ça. Donc, je vais m'enlever ce que je peux m'enlever, c'est-à-dire la culpabilité de fonctionner C'est comme ça. ça. Et déjà, ça te déculpabilise. Et à côté de ça, j'ai redécouvert le plaisir de faire du sport. Alors, vu le sport à l'école, ce que ça avait donné, moi, je n'aimais pas du tout. Et je ne vous parle même pas des moments de piscine où quand tu es ado, en plus, tu vas au sport et tu dois te montrer en maillot de bain devant les autres. Donc, ça, on pourrait faire une vidéo entière là-dessus, je pense. Il y a vraiment ce truc de… J'ai redécouvert qu'en fait, je pouvais avoir des types de sport et des types de choses qui m'allaient. Donc, moi, je fais du fitness 2-3 fois par semaine, toute seule avec moi-même, en écoutant la musique que je veux et je me sens très bien. Et ce truc, pour l'instant, ça marche. Je ne dis pas que ça marchera à moyen long terme, mais j'ai décidé de me lâcher la grappe et de me dire, eh ben, j'ai une relation qui est ce qu'elle est aujourd'hui avec la nourriture, qui a été quand même bien abîmée par pas mal de choses que j'ai vécues. Aujourd'hui, c'est OK. Et mes petites astuces de régulation, alors des trucs à la con, hein, du style, voilà, quand je prépare à manger, je mange une carotte, à ce moment-là, une carotte crue. Mine de rien, dès le début, tu mets un aliment naturel dans l'estomac et puis ça te régule tout ton repas. Et puis à la fin du repas, je prends un carré de chocolat noir. Et quand je dis chocolat noir, moi, je mange du 98 ou du 100%. Donc, je rigole pas. Mais après, c'est une question d'habitude. Hein. En fait, au début, c'est comme le café, tu trouves que c'est dégueu et puis après, tu t'y fais. Le café aussi est addictif d'ailleurs chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte que chez moi, j'ai des aliments qui ouvrent l'appétit et des aliments qui le ferment. Et du coup, je joue avec ça. Et par exemple, si j'ai un truc où je mange des conneries et je vois que ça ne va pas arrêter, je me prends claque un chocolat noir 100%. Une fois sur deux, ça m'aide à juste clôturer le repas comme il faut. Donc, ce que j'ai découvert aussi, c'est que je mangeais pour réguler mes émotions, pour continuer à remplir un vide qui est beaucoup moins grand qu'avant, qui est beaucoup moins souffrant, qui est beaucoup plus accueilli. Donc ça, c'est des années d'accompagnement, hein, clairement, mais je trouve que ça en a valu la peine. Et je le vois, en fait. Et ce que je vis avec la nourriture me permet de un peu mesurer mon niveau de sécurité ou d'insécurité intérieure. Tiens, j'en suis où en ce moment? Et franchement, je regarde comment je mange et quels sont mes réflexes et mes pensées, et j'ai ma réponse sur cette insécurité. Et le fait de m'accepter, le fait de pacifier ma relation avec la nourriture, en fait, mon objectif, je l'ai changé. Mon objectif, c'est plus d'être super mince et c'est plus d'avoir une relation hyper nickel jusqu'à la fin de ma vie avec la nourriture. C'est pas possible là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un objectif qui n'est pas réaliste. Donc, mon objectif, c'est de pacifier, c'est d'équilibrer comme je peux et c'est d'accepter les moments de déséquilibre. Et en faisant ça, il dure moins longtemps. Donc, c'est ma recette du moment. Je ne dis pas qu'elle va marcher tout le temps, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un certain équilibre que j'ai réussi à atteindre et je fais avec ce que je suis et avec ce que je peux et comme je peux. Et le fait vraiment d'être accompagnée de manière différente, hein, donc hypnose, coaching, d'être accompagnée en thérapie aussi, d'aller voir mes vrais gros dossiers, ça fait que ça continue à pacifier cette relation. Donc vraiment, pour les personnes qui sont en galère, moi, je vous invite ne serait-ce qu'à poser la parole. Rien que poser la parole quand on est en confidentialité dans une séance, ça déballonne des choses. Parce qu'à un moment, ce n'est pas juste dans votre système et à tourner. Ça a été dit, ça a été posé. Et ça peut aider aussi à dépasser ce sentiment de honte. Et franchement, on est beaucoup à avoir des sentiments comme ça sans s'en rendre compte. Donc, je vous invite vraiment à des moments à vous poser la question de est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'investir un peu en moi? Parce que ma relation à la nourriture, elle est jusqu'à ma mort, en fait. Comment je veux la vivre? Et de sortir de ces notions d'idéal aussi. Complètement. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est la notion de je fais, en fait, ces arrangements avec soi-même. C'est ce qui me convient là maintenant. Ça sera peut-être différent demain, dans 10 ans, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, tu es parti à la découverte de toi-même. Tu es allé déconstruire ce qu'il y avait à déconstruire. Et voilà. Et aujourd'hui, ça fonctionne pour toi. Et c'est vraiment moi ce que je propose dans mes accompagnements. Souvent, les femmes m'appellent en me disant « Ok, vous faites comment ?» On fait comment? Moi, je brode, je fais de la dentelle en fait. Hein. Je brode à chaque séance avec ce que l'accompagné m'amène à la séance suivante. On aura pu super bien bosser sur la séance 15 jours avant et elle va arriver complètement en vrac parce qu'il sera passé je ne sais pas quoi sur les 15 jours. Et ok, on ne parle pas du poids, on passe à autre chose. Mais c'est on ne peut pas faire plaquer quelque chose, la même chose, des protocoles sur des personnes différentes. Un accompagnement poids, et c'est ça qui me rend chèvre quand je vois passer les trucs audio, machin, non, ça ne va pas fonctionner. Ça fonctionnera peut-être sur
des petites problématiques, des choses où il n'y a pas grand-chose voilà, une question de motivation ou quoi, mais là où il y a vraiment des gros dossiers à aller traiter, oui, il faut se faire accompagner, quelle que soit la méthode, pour pouvoir avoir cet engagement envers soi-même, comme tu dis, investir sur soi-même, parce que oui, forcément, ça a un coût, mais voilà, si en plus de l'apaisement de la relation à la nourriture, on peut trouver un apaisement en soi, un apaisement interne, j'ai envie de dire c'est tout bénef, quoi. Mais voilà, c'est cette démarche à faire de venir se faire accompagner et pas de céder aux sirènes, des publicités Facebook, des magazines. Là, on est fin avril, ça va commencer à sortir. Summer Body, faites notre test, êtes-vous prête pour l'été? Comment perdre 5 kilos en 2 heures? Enfin, voilà, des trucs comme ça. On les a toutes faites, hein, ces tests. Enfin, dans les années 80-90, dans Elle ou je ne sais pas trop quoi, mais c'était, moi je me souviens, les L de l'été, c'était ma sœur qui achetait le L et il était épais comme ça, on ne voit pas là comme ça, avec des recettes, des machins, des trucs. La dernière crème à 200 balles alors je parle en francs de l'époque, hein, mais j'ai l'impression d'être ma grand-mère, mais qui promettait de tout perdre et tout. Mais quand j'y repense, c'est juste... ouais, c'est juste ahurissant. Donc, effectivement, le fait de se faire accompagner, le fait de miser sur soi, c'est hyper important et hyper bénéfique. Et quelle que soit la durée, et quel que soit, parfois, ça met du temps, hein, ça met du temps à déclencher parce qu'il y a tellement de dossiers à traiter, anciens ou actuels, que le mental et le corps, ils ne peuvent pas tout faire. Et quand on a construit pendant des années des couches de protection qui se sont transformées en kilos, et ben ouais, ça prend du temps. Mais une fois que c'est dégommé, une fois que tout est compris, là, il s'est vraiment passé quelque chose d'efficace. Ouais, il y a vraiment quelque chose et il y a vraiment une question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie, jusqu'à la fin de ma vie, de bricoler comme je bricole et de porter en fait une grosse charge mentale de tout ce qui se passe dans ma tête quand je me juge, quand je mange, quand je me regarde dans le miroir, quand c'est un peu plus dur émotionnellement, quand je suis fatiguée. Donc pour moi, il y a quelque chose aussi autour de l'accompagnement et de l'investissement. Il y a une question fondamentale, c'est voilà, est-ce que j'ai envie de me galérer jusqu'à la fin de ma vie ou est-ce que je vais m'accorder de la valeur et est-ce que je vais m'apporter voilà, plus de pacification, plus de c'est cool la vie. Et en fait, ce sera même plus simple de perdre du poids une fois qu'on aura ouvert ces dossiers parce que ça va déclencher. Ou alors, il y aura moins de fringales. Alors, des fois, bon, on prend un petit peu, on décide aussi de ne pas prendre la mousse au chocolat en dessert. Et puis, sur le coup, c'est embêtant, mais ce n'est pas un drame comme ça le serait avant et on ne va pas aller compenser au milieu de l'après-midi. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de comment je me traite, comment je m'aime et comment j'investis en moi. Et franchement, ces histoires de poids, ces histoires de relation à la nourriture, elles parlent tellement de nous de manière générale, un peu comme moi, moi, mon prisme, c'est la relation à l'argent avec les personnes, mais il y a un vrai parallèle. C'est qu'est-ce qui est insécure, qu'est-ce qui a travaillé, qu'est-ce qui a à comprendre dans ma vie en général pour que ça ait en seconde lame, en bénéfice secondaire, un impact positif sur la relation à la nourriture. Moi, je travaille sur celle à l'argent. Donc oui, en effet, moi, je pense que c'est un investissement. Quand on peut payer des séances, il faut y aller. Vaut mieux ça que de se faire un énième régime soupe aux choux ou un machin ou à s'affamer un mois avant de partir en vacances. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut se détester quand on fait ces trucs-là? Qu'est-ce qu'on se fait du mal? Ça, alors on se fait du mal et tu vois, quand tu parles de ça, moi je pense aussi aux compléments alimentaires, aux pilules magiques là qu'on voit fleurir. Il y en a un, je sais pas, il y en a un qui a été retiré du marché il n'y a pas si longtemps, un truc qui coûtait super cher. Parce qu'il y a ça aussi qui est assez surprenant, c'est que aller payer un accompagnement, pour certaines personnes, ça va être non, mais j'ai pas besoin. Par contre, mettre des centaines d'euros dans des pilules magiques qui vont flinguer le foie, les reins, tout ça, ça pose pas de problème parce qu'il y a la notion de magie, encore une fois, dont on a parlé dans la dernière vidéo. Et ça, oui, donc oui, travailler sur son poids, travailler sur sa relation à l'alimentation, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais c'est pas qu'une simple histoire de maillot de bain, quoi. On va aller plus loin dans l'analyse, on va aller plus loin dans la compréhension de soi pour aller dégommer les poids physiques, mais aussi les poids mentaux et émotionnels.
Je pense qu'on a fait le tour pour cette fois-ci. On a fait court, mais bon, on a fait le tour de ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui. On pourrait en faire, sur chaque thème qu'on a abordé, on pourrait faire une vidéo de 2 heures, quoi. Ouais, complètement. En tout cas, moi, je vous invite, le mot de conclusion que j'ai vraiment envie de poser, c'est de dire, et voilà, moi, la notion de honte, du coup, elle traverse ma famille et elle est beaucoup venue me chercher. Enfin, c'est facile à dire, hein, mais n'ayez pas honte de vos compulsions, de vos comportements. Enfin, on est beaucoup, en fait, dans ce cas-là. On est beaucoup à se galérer. Donc, voilà, enfin, ne le faites pas porte fermée, ne restez pas seul. En fait, c'est difficile de s'en sortir tout seul. Et quand vous pouvez travailler dessus, quand vous pouvez vous faire accompagner, allez-y, parce qu'il n'y a rien de pire que cette solitude face à cet auto-jugement qu'on peut avoir sur soi. Donc vraiment, je vous invite à aussi en faisant ça, vous allez inspirer d'autres personnes à aller régler leur dossier. Donc il y a vraiment un cadeau à se faire et un cadeau à faire aux personnes autour de nous. Voilà ce que j'avais envie de dire. Bah, merci pour cette belle conclusion, Flore. Puis merci pour ces partages. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt, bonne journée. Bonne journée à tous.